Ok, donc bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien. Très bien, donc bonjour à tous et à toutes. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui donc, pour cette session de formation que nous allons démarrer par une initiation à l'approche One Health. Donc c'est la première d'une série de quatre modules de formation que vous aurez tout au long de ce processus de préparation qui va nous emmener au challenge qui va bientôt démarrer. Donc, je m'appelle Eric Maville, je suis le directeur général de Santé en entreprise et je pense que tout le monde est là ou la plupart connectés. On vous remercie encore d'avoir participé à cette initiative en candidatant et nous allons aujourd'hui parler donc de One Health. Euh, donc, je vais tout d'abord, avant de démarrer, vous rappeler les objectifs du module, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être rappeler rapidement ce qui nous sommes, hein, Santé en entreprise, ce que nous faisons. Et je pense qu'Adama et Mathieu ont déjà largement présenté le hackathon, hein, puisque vous avez eu un meet-up, si je ne me trompe pas, hier. Donc, je ne vais pas trop passer de temps là-dessus. Je veux juste rappeler qu'aujourd'hui, on va faire une initiation à l'approche One Health, une santé. Donc, il ne s'agit pas de former des spécialistes, des professionnels de santé. J'imagine qu'il y a des professionnels de santé parmi vous, mais vous êtes surtout là pour développer des solutions. Donc, il y a des gens qui ne sont pas professionnels de la santé. C'est surtout vous donner des éléments de définition de base de l'approche One Health, une seule santé. Faire un rappel des principes de base aussi de l'épidémiologie et de la surveillance des maladies. Donc là, on va vraiment parler de données, de collecte de données, de protection de données, mais vous aurez également, je sais, un module qui sera très largement consacré à ça et à la fiabilité, évidemment, des analyses et la robustesse des analyses que vous pouvez produire dans le cadre des solutions que vous proposez. Nous avons fait un focus enfin sur les défis posés par les zoonoses et les maladies émergentes. Alors, il y a bien d'autres problématiques comme le changement climatique, comme la perte de biodiversité, qui sont des sujets évidemment qu'on inclut dans cet appel à projet et dans l'approche One Health, que je ne vais pas forcément aborder. Je vais faire plutôt ce focus, mais sachez qu'on va vous donner évidemment, d'autres sources pour que vous puissiez aller voir. Donc, les méthodes que nous allons utiliser pour cette session qui va durer 1 heure, c'est d'abord un exposé, euh, quelques cas pratiques, mais bon, on n'aura pas trop le temps de développer les cas pratiques, mais je vais donner quelques pistes en tout cas sur qui correspondent d'ailleurs aux termes de référence du hackathon et enfin qu'on puisse avoir un échange, discussion sur la situation dans vos pays, peut-être et aussi un retour d'expérience par rapport à la collecte des données. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement autour du One Health. Il y a des pays qui mettent en place aujourd'hui des programmes ou des directions au sein du ministère de la Santé. Donc, il faudra qu'on regarde aussi comment est-ce que vous devriez vous rapprocher de ces interlocuteurs et de ces sources pour avoir à la fois les données et puis mesurer aussi, tester un peu la pertinence de l'outil que vous comptez proposer. Donc voilà, on a 1 heure devant nous et je vais tout de suite démarrer. Donc rapidement sur un petit rappel de santé en entreprise donc comme vous savez, qui est une ONG internationale qui mobilise. Donc notre rôle, c'est vraiment de mobiliser les entreprises, les fondations, les grandes compagnies d'assurance aussi, hein, donc des investisseurs, ce qu'on appelle les financeurs de la santé et les parties prenantes. On a également des organisations internationales avec lesquelles nous travaillons. Nous travaillons en lien étroit aussi également avec les ministères de la Santé dans les pays. Notre travail, notre métier, c'est de promouvoir la santé. Donc, on le fait aussi bien en milieu de travail pour les entreprises quand il s'agit de salariés, d'employés, de clients, de sous-traitants, mais également, nous travaillons avec des collectivités lorsqu'il s'agit de faire des actions de promotion de la santé pour les populations locales. Nous intervenons en Europe, en Outre-mer et en Afrique, notamment sur un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Sénégal, le Cameroun, le Burkina.
le Togo, le Bénin. Nous avons une création qui date de l'année 2011, donc nous avons passé les 12 ans d'existence avec un positionnement qui est de promouvoir le dépistage multimaladie. Donc, on travaille aussi bien sur les maladies transmissibles, Covid notamment, lorsqu'il y a eu Covid, mais de manière plus ancienne, le VIH-Sida, la tuberculose, les hépatites virales, avec une approche assez intégrée qui comprennent les maladies non transmissibles comme le diabète, le cholestérol, l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale chronique, jusqu'aux maladies vectorielles, donc celles transmises par les moustiques, paludisme et dengue compris. Voilà. Donc voilà pour le centre d'entreprise en quelques mots. Une petite équipe au siège à Paris avec des équipes locales dans les pays où nous avons des interventions. On mise beaucoup sur les compétences locales et évidemment sur le renforcement des capacités. Les programmes d'innovation, je pense qu'Adama va les présenter peut-être plus en détail, mais sachez qu'on a effectivement un certain nombre de solutions que nous développons nous-mêmes et celles qu'on intègre dans nos actions, notamment Starter. Vous avez dû voir passer cette campagne d'ailleurs en ce moment que nous faisons avec Starter sur dans le cadre de la Octobre Rose, sur Marchons contre le cancer, mais bien d'autres solutions encore pour évaluer les facteurs de risque sur le diabète, les hépatites, la tuberculose. Des solutions de formation aussi pour renforcer les capacités des professionnels de santé. Un axe d'action très opérationnel parce que nous tenons aussi à avoir des actions concrètes à impact. Donc, ça passe par des campagnes digitales, de la sensibilisation et des caravanes santé embarquées avec des solutions qui permettent de faire du conseil et dépistage multimaladie sur site, donc plusieurs maladies, hein, comme je l'ai dit, l'approche multimaladie, et surtout d'orienter les personnes qui sont qui sont testées avec un résultat positif ou un résultat, on va dire, anormalement élevé en termes de diabète, de tension artérielle, de les orienter vers un suivi médical de qualité avec la partie reporting qui est évidemment très, très importante puisque le digital est au cœur de nos actions avec une solution qui s'appelle Silab qui permet de faire toute cette collecte d'analyse, cette analyse en temps réel et ce partage ensuite en termes de reporting. Et l'axe innové qui vous concerne directement, puisque nous avons ce programme Health Tech for Care, Health Tech for Good, pardon, qui santé numérique, santé pour tous, qui consiste à identifier, répertorier des startups qui proposent des solutions prometteuses dans un certain nombre de domaines. Et notre engagement, c'est d'engager, c'est d'appuyer, d'accompagner ces startups pour les accompagner vers l'accélération de leurs solutions. Nous avons donc dans ce cadre un certain nombre d'initiatives, dont ce hackathon dont nous avons la première édition cette année. Une vision de la santé à 360 degrés parce que la crise sanitaire depuis 2020 nous montre qu'on ne peut plus raisonner en silo et intervenir en silo lorsqu'il s'agit de santé. On doit travailler à la fois sur les aspects de santé au travail, de santé en dehors du travail, donc santé publique, tout ce qui concerne les communautés, de commencer à intégrer tout ce qui concerne la santé environnementale aussi, donc tous les impacts du climat, de la mauvaise qualité de l'eau, de la mauvaise qualité de l'air à travers les pollutions, les allergies, etc., la mauvaise qualité des sols sur la santé. Cela va passer par des partenariats publics-privés. Les entreprises, évidemment, ne peuvent pas faire ça seules dans leur coin. Et surtout, l'axe innovation par la santé numérique que je viens de rappeler. Donc, on a ce radar à 360 degrés de la santé, vision à 360 degrés sur lequel nous devons engager les partenaires pour avoir un impact le plus large possible. Alors, maintenant, entrons tout de suite dans le vif du sujet et quand on parle de l'approche PONEF, de quoi parle-t-on? Alors, vous avez certainement entendu déjà parler de cette approche qui n'est pas nouvelle, hein. Elle date d'il y a 20 ans, mais je pense qu'elle a pris un tour, une importance plus forte encore accrue depuis la crise sanitaire. Nous avons en effet vu avec le Covid le lien qu'il y a, les liens très étroits qu'il y a entre la santé environnementale, la santé animale et la santé humaine. Très clairement, les zoonoses, les maladies dans les, qu'on va rencontrer auprès des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages,
va avoir un impact. Et donc, Ronelf, c'est cette approche intuitive, j'ai envie de dire, mais bon, qui maintenant prend tout son sens parce qu'elle est maintenant bien documentée, qui vise à améliorer donc, durablement la santé des personnes, des animaux et des écosystèmes, aussi bien tous les végétaux. Donc, en fait, on est plus sur une approche de la santé qui est axée uniquement sur la santé des hommes, mais on regarde tout ce qui se passe autour. Donc, c'est ça l'idée. Donc, cette approche, en fait, elle dit tout simplement que la santé des hommes, la santé des animaux domestiques, des animaux sauvages, des plantes, de l'environnement au sens large, tout ça, c'est toutes ces sphères de la santé, ces trois-là, elles sont étroitement liées et interdépendantes. Et que un déséquilibre dans une des sphères va avoir des impacts sur l'autre. Donc, si on peut résumer en quelque sorte l'approche One Health, c'est de ça. Et donc, ça veut dire quoi en termes pratiques? Ça veut dire que on ne peut plus travailler en silo. On ne peut plus avoir les médecins de santé publique ou les médecins de santé pour la santé humaine qui travaillent dans leur coin, les vétérinaires qui travaillent dans leur coin, les agences de promotion de la santé qui font voilà, dans leur coin. On doit essayer d'avoir une approche qui fondée sur la collaboration, euh, la coordination des acteurs, le renforcement des capacités pour justement opérationnaliser cette démarche en ayant le plus possible à cœur d'avoir un ancrage local. Donc, il y a des choses qui sont très conceptuelles dans One Health, vous allez voir, mais One Health ne peut avoir du sens que si elle est opérationnalisée au plus près des populations et au plus près des territoires. Donc, c'est là on va avoir certainement avec vous des discussions parce qu'il faut contextualiser tous les projets One Health vont dépendre en fait des problématiques que vous allez rencontrer territoire par territoire. Et c'est en analysant tout d'abord ces problématiques et en les adressant, en regardant les enjeux, que vous allez pouvoir définir des solutions qui vont être pertinentes. OK? C'est pas juste dire, voilà, il y a une tendance de faire des applis sur la pollution de l'air, donc on va faire ça chez nous. C'est pas comme ça que ça marche. Il faudra partir de vos réalités. Donc, ça, c'est une première comment dire, un premier message sur lequel je voulais insister. Alors, le rationnel de l'approche One Health, il est assez clair aujourd'hui. Pourquoi l'approche One Health? Parce que 70 à 80% de toutes les maladies infectieuses dites réémergentes, euh, en fait, qui sont connues aujourd'hui pour être des zoonoses, qu'on appelle d'origine animale, c'est 70% de ces maladies qui touchent les hommes sont d'origine animale. Donc, ça dit beaucoup, en fait, de l'importance qu'on a à raisonner donc, en termes de santé par rapport à ça. Euh, donc, les facteurs de changement par rapport à cette interface entre l'homme et l'animal et l'environnement, on sait qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a tout d'abord la déforestation qui, en détruisant les gîtes où vivent, par exemple, des animaux sauvages, euh, des espaces, en détruisant des espaces naturels, rapproche ces animaux vers les centres urbains. C'est ça qui, par exemple, avec Ebola, avec la chauve-souris, ou avec le rapprochement d'un certain nombre d'espèces qui vont se rapprocher des zones urbaines, ça va, disons, favoriser la transmission de virus d'origine de zoonose, donc de maladies d'origine animale vers l'homme, avec une transmission de l'animal à l'homme. La perte de biodiversité également, et plus encore le changement climatique qui, notamment, je pense, avec les moustiques, on voit remonter des moustiques aujourd'hui dans des zones qui n'étaient absolument pas, où il y avait très peu de moustiques, et surtout des moustiques infectés, qui vont transmettre des maladies vectorielles comme le paludisme, la dengue ou le chikungunya. Donc ça, déjà, ça nous donne un élément de réponse euh, euh, par rapport à ces facteurs de changement. Tout ce qui est élevage et agriculture aussi intensif, on sait, sont des facteurs qui peuvent favoriser la transmission de virus ou de maladies de l'homme de l'animal à l'homme. La pollution, évidemment, on pense à la pollution de l'air, euh, notamment.
Mais il ne faut pas oublier toute l'urbanisation, les migrations, les transports internationaux aussi qui favorisent la circulation des virus. Et on en a eu l'exemple avec la pandémie de Covid, qui a été véritablement un crash test à l'échelle globale de ce que peut provoquer une épidémie, enfin, au départ localisée en Chine, et comment elle s'est diffusée en très peu de temps à toute la planète et a bloqué complètement l'économie, a bloqué la vie sociale et a eu des impacts aujourd'hui qu'on ressent encore 3 ans après. Donc, on est véritablement sur une approche qui est très pertinente, on va voir, pour tout ce qui est la prévention et la gestion, la préparation à la gestion des crises sanitaires lorsqu'on parle de RONEF. Au niveau global, je veux juste que vous sachiez qu'il y a un plan global qui est aujourd'hui en place qui s'appelle le Plan mondial d'action conjoint One Health, avec une vision qui est celle justement de favoriser la coopération entre les grandes organisations qui s'occupent de santé, pas seulement l'OMS, parce que l'OMS, bon, voilà, c'est la santé humaine, mais on a une organisation qui s'occupe de santé animale, qui est la World Organization for Animal Health, que certains peut-être d'entre vous connaissent, la FAO, qui est la Food and Agriculture Organization euh, of the United Nations. Donc, c'est la branche qui s'occupe de tout ce qui est agroalimentaire, de alimentation et agriculture. Le programme des Nations Unies pour l'environnement également, qui a rejoint cette initiative. Pour un monde donc euh, mieux à même de prévenir, de prévoir, de détecter les menaces, et surtout aux menaces sanitaires, avec l'ambition d'améliorer la santé des hommes, des animaux, des plantes, de l'environnement. Donc, dans l'objectif justement de contribuer à la réalisation de l'ODD, enfin, notamment 3, mais pas que, d'accès à la santé et au bien-être pour tous, l'ODD numéro 3. Donc, 6 domaines d'action de ce plan. Donc, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais sachez que ce plan existe au niveau national, international, au niveau global, et qui peut être décliné pays par pays. Donc, ça peut être intéressant pour vous de regarder dans vos pays s'il existe un plan national d'action One Health. Est-ce que ce plan existe? Est-ce qu'au niveau de la gouvernance dans vos autorités sanitaires, il y a un programme ou une direction qui s'occupe de cette problématique One Health? À qui elle est rattachée? Est-ce qu'elle est au niveau du ministère de la Santé, rattachée au Premier ministre? Ça dit aussi beaucoup de l'importance qui peut être accordée à cette problématique. Donc, voilà ce que je voulais vous dire, c'est que depuis 2020, on a beaucoup accéléré les choses puisque ce plan d'action, il est pour la période 2022-2026. Donc, on est en plein dedans, hein, et qu'il est public, vous pouvez vous procurer ce plan et avec ces 6 domaines d'action, hein, dont d'ailleurs tout ce qui concerne le contrôle et l'élimination des maladies d'origine animale, zoonotique, des maladies transmises par les moustiques ou les insectes plus largement, et des maladies négligées. D'accord? Donc, il y a beaucoup de choses là-dessus, sans oublier tout ce qui concerne aussi l'autobiorésistance, c'est-à-dire la résistance aux antibiotiques, qui est un véritable problème de santé publique aujourd'hui, puisque avec les différentes, on va dire, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça, mais il y a beaucoup aujourd'hui d'antibiotiques qui sont résistants et qui ne sont plus efficaces, et ça constitue en soi un véritable problème de santé publique qu'il faut aussi adresser. Alors, je vais poursuivre donc avec ça. Vous allez retrouver ça sur l'Alliance quadripartite, tout ça est sur le site de l'OMS. Donc, vous pourrez aller voir et vous documenter là-dessus. C'est une actualité qui est très importante. Il ne se passe plus une semaine sans que sur le site de l'OMS, il y ait des choses, des actualités sur l'activité de cette alliance quadripartite dont j'ai rappelé les entités hein, qui la composent. Les 4 entités, donc FAO, Programme des Nations Unies pour l'environnement, l'OMS et l'Organisation mondiale pour la santé animale. Alors, les principes de base, maintenant, on va voir les principes de base de l'épidémiologie et de la surveillance des maladies, parce qu'on va être au cœur de ces sujets dans le cadre du hackathon.
D'ailleurs, qu'entend-on par surveillance épidémiologique? C'est très important déjà de définir les termes. Donc, quand on parle de surveillance épidémiologique, on parle de collecte tout d'abord, on parle d'analyse et de diffusion systématique de données. En vue de quoi? C'est en vue de planifier, d'exécuter, d'évaluer des programmes de santé publique. Donc, on fait pas de la surveillance pour faire de la surveillance, on fait de la surveillance dans le but d'avoir des données qui vont nous permettre de savoir si euh, un problème de santé publique qu'on voit apparaître est sérieux, pas sérieux, voilà, quelle prévalence ça a, quelle importance ça prend, quel impact ça peut avoir. Donc, c'est un processus continu qui va consister à identifier déjà des sources d'information. Quand on fait de la collecte de données, c'est très important. La première chose, c'est de savoir d'où on tire ces données, donc les sources d'information. Donc, organiser la collecte des données. Cette collecte de données, elle peut être ou continue ou ponctuelle, mais elle doit être organisée. Euh, Avoir la capacité, donc, dans ce processus de regrouper et de, euh, comme on dit, tabuler les données, les croiser, et surtout travailler sur la diffusion de ces données une fois qu'on les a analysées pour communiquer les résultats, en communiquer les résultats à ceux qui en ont le besoin. Donc, ça peut être, c'est surtout les autorités sanitaires, mais c'est aussi, ne l'oublions pas, les populations à qui il faut, pour qui il faut rendre ces données accessibles et surtout leur expliquer en quoi ça va être important pour l'action. Donc, les critères que nous prenons en compte dans le cadre de la surveillance épidémiologique, c'est à la fois la fiabilité de vos données. Donc, c'est très important que vous appuyez sur des données fiables, que ce soit des données externes ou des données que vous allez collecter à travers des questionnaires ou des méthodes d'enquête qui vont vous donner des données complémentaires qualitatives de ce qui existe. Mais les critères aussi, c'est comment vous allez protéger vos données et garantir aussi un certain nombre de choses. Mais ça, je sais que vous aurez un intervenant qui va revenir sur ces sujets de protection des données et surtout de respect de la confidentialité. Il y a un certain nombre de critères qu'il faut absolument garantir quand vous gérez de la donnée de santé, surtout de la donnée, quand ça relève de données personnelles, si ça touche à des données personnelles en tout cas, la pertinence et la robustesse d'analyse que vous allez proposer, et enfin, la rapidité de diffusion des résultats. Et on sent bien, au fond, que le numérique et le digital nous permettent aussi de résoudre un certain nombre de ces défis autour de tous ces éléments qui concernent l'analyse et le traitement et la diffusion des données. Alors, les étapes de la surveillance épidémiologique, euh, toute analyse part toujours d'un constat, d'un fait, d'un problème, d'une question. Donc, on a une interrogation à un moment donné. On a un patient qui présente des symptômes avec le Covid, hein, c'est que ça a commencé comme ça. Il a tel tableau. Est-ce que ça nous rappelle, les médecins connaissent bien ça, ou les vétérinaires, est-ce que ça nous rappelle une, une maladie qu'on connaît, ou est-ce que c'est une maladie complètement nouvelle? On va regarder. On va faire ce qu'on appelle donc déjà une première recherche pour savoir en face de quoi on est. Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Est-ce que c'est un phénomène ancien qui se répète, réémergent? Est-ce qu'on a des éléments déjà dessus, etc. Donc, cette boucle-là est très importante parce qu'on rentre dans une démarche de surveillance. Est-ce qu'on a d'autres cas? Combien? Ainsi de suite. Donc, et là, c'est évident qu'il faut absolument qu'il y ait au niveau des pays des structures qui permettent de faire cette surveillance, de détecter donc, ces cas et ensuite de pouvoir euh, les analyser pour faire élaborer un certain nombre de recommandations auprès des professionnels de santé et de toutes les parties prenantes du système de santé. Donc là, on a toutes les étapes là, qui sont rappelées sur cette slide, hein, sur les sources de données, la collecte, l'analyse statistique, l'interprétation, évidemment, la rétro-information, ce qu'on appelle aussi la rétro-information, et dans quelle mesure tout ça est exploité, mis en forme pour pouvoir éclairer les décisions que vont prendre les autorités compétentes pour décider, voilà, élaborer les recommandations. Donc, vous voyez, ça a une importance capitale, en fait, la donnée que vous allez et la manière dont vous allez surtout organiser ce processus.
Alors, je finis sur cette troisième partie rapidement dans l'exposé sur les défis posées par les zoonoses et les maladies émergentes. Alors, j'ai fait un focus là-dessus, comme je le disais, mais nous avons évidemment d'autres problématiques. Je disais sur le changement climatique, on en parle en plus de plus en plus, vraiment de manière de plus en plus fréquente aujourd'hui. Nous avons également la perte de biodiversité, qu'on ne va pas aborder là de manière détaillée, mais qui constituent évidemment des défis euh, dans le cadre de l'approche One Health. On s'est posé plutôt sur les maladies émergentes parce qu'on a dans les actualités qui nous occupent beaucoup de choses autour de maladies transmises notamment par les moustiques, les épidémies de dengue qui émergent avec le moustique tigre qui, notamment, je prends cet exemple parmi d'autres, et constitue de vraies préoccupations en matière de santé publique. Alors déjà, il faut comprendre le cycle quand on parle de maladies d'origine zoonotique ou de zoonose. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une maladie qui est dont l'hôte au départ est un animal ou un insecte à une épidémie, une pandémie qui peut avoir un impact plus global. Donc les virus, donc les animaux ou les insectes sont des porteurs de virus qui vont se transmettre à l'homme dans un premier temps. Donc, il y aura un passage de ces virus de l'animal à l'homme. Ensuite, de ce qu'on appelle une transmission interhumaine, c'est-à-dire de l'homme euh, entre hommes. Et puis, ben, s'il n'y a pas à un moment une solution qui permet d'arrêter la propagation du virus, on va avoir ce qu'on appelle une diffusion globale, déjà à l'échelle nationale. Et puis, plus qu'on voyage de plus en plus, on bouge à travers, entre les continents et quelquefois dans un même pays. Il y aura une diffusion qui va se faire jusqu'à ce qu'on appelle la pandémie. Donc là, on est dans une épidémie à l'échelle mondiale. Quelques exemples de maladies et d'épidémies zoonotiques qu'on a eu depuis 1980. Donc, vous voyez, il y a eu, depuis 80, il y a eu des moments donc, on a eu en 90 une grosse épidémie d'hépatite C. On a eu Ebola, que vous connaissez. On a eu Zika plus récemment, dans les années 2018. Ebola aussi, vers 2016-2017. Et plus récemment, évidemment, le SARS-CoV-2, le Covid. 19 qui d'ailleurs continue encore de circuler avec ces variants, puisqu'on a des épidémies, on a quelquefois des pandémies dans la pandémie ou des épidémies dans l'épidémie, où une même épidémie va évoluer. On aura, même si on a un vaccin, on aura quand même un développement qui fait qu'il y aura des variants et il faudra continuer à faire de la surveillance par rapport à ça. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur les différents facteurs avec un focus sur le domaine 2 du plan d'action que j'ai proposé. Vous allez retrouver beaucoup de choses dans ce document avec notamment ce focus sur les maladies d'origine émergentes, donc d'origine animale émergente ou réémergente, avec des choses très concrètes, par exemple des recommandations sur le fait de surveiller les facteurs qui déterminent ces maladies-là réémergentes. Donc, la dégradation des écosystèmes, le changement, par exemple, d'utilisation de terres et d'habitants, tous les facteurs environnementaux et climatiques, les récoltes, l'élevage. Il y a des années, voilà, tout ça, il va falloir avoir un accent très, euh, très précis sur l'interrelation qu'il y a entre ces différents déterminants et surtout leur analyse pour les comprendre. Développer des mesures d'atténuation des risques. Donc ça aussi, on a des solutions. Ces solutions sont très attendues aujourd'hui pour euh, atténuer les risques. Donc on a plutôt on alerte, plutôt on prévient, plutôt on évite la propagation. Donc, on voit bien on est déjà dans une approche qui s'apparente à la préparation, à la gestion des crises sanitaires. Aujourd'hui, d'ailleurs, on devrait parler de One Digital Health, puisque on est convaincu que le digital et le numérique peuvent apporter des réponses très, très importantes sur
en termes de rapidité, en termes de précision, notamment si on parle de l'intelligence artificielle ou autre, des choses qui peuvent nous aider à mieux gérer ces crises sanitaires, et également que ce soit pour les vétérinaires, de gens qui s'occupent de santé agricole ou de santé humaine. Donc voilà pour cette partie. Ayez vraiment à l'esprit qu'aujourd'hui, il y a un besoin énorme à tous les niveaux, qu'on soit au niveau global. Alors, bien sûr, l'OMS et les pays, certains pays ont des dispositions et des systèmes qui permettent de faire de la surveillance épidémiologique, mais tous les pays ne sont pas dotés de systèmes robustes de surveillance épidémiologique. Et même quand ils le sont, je pense qu'il y a des choses qui peuvent passer, comme on dit, un peu sous les radars des applications numériques peuvent permettre de détecter très, très rapidement. Alors, enjeux actuels et futurs pour ONEL. On est à un moment de notre histoire où là, par exemple, vous voyez sur cette slide, nous avons présenté cette slide lors de notre dernier forum des partenaires, hein, il n'y a pas très peu de temps, c'était le 16 octobre dernier. Vous voyez qu'on a, par exemple, 142 situations en cours ou 123 épidémies, rien que sur le continent africain du 4 au 10 septembre. Du 4 au 10 septembre. Donc, 104, donc du bulletin, le bulletin du dernier en notre possession, donc, qui répertoriait 142. Et vous voyez, l'Afrique subsaharienne est vraiment un peu, je ne dirais pas l'épicentre, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui circulent. Et récemment encore, on a eu pas mal d'alertes sur des cas de dengue qui augmentent en Afrique de l'Ouest, partie voilà, où la Côte d'Ivoire, le Burkina notamment, euh, sont touchés. On parle même peut-être aussi le nord du Bénin ou du Togo. Et tout ça, en très peu de jours, on voit que ces épidémies peuvent avancer très vite et augmenter très vite. Pour citer que cet exemple. Donc, premièrement, j'ai envie de dire, on est déjà dans ces enjeux, on n'est même pas dans les enjeux futurs, on y est, c'est aujourd'hui. Euh, Sans parler, je vais dire, de pays, hein, je vous disais, où si on ne reste pas que sur l'Afrique, on a aujourd'hui des régions entières, même en Europe, qui sont concernées par l'invasion du moustique tigre, avec de vraies préoccupations sur le potentiel que peut représenter cette menace en termes de transmission de maladies. Donc pour le moustique tigre, on est plutôt sur la dengue, le Zika ou le chikungunya. Enjeu actuel pour nous de la santé, il ne faut pas qu'on laisse, on oublie les maladies non transmissibles. Souvent, les personnes qui souffrent de maladies non transmissibles, et surtout on l'a vu avec le Covid, sont les plus vulnérables aux maladies transmissibles. Lorsqu'ils passent une maladie, quelle qu'elle soit, quand on a de l'hypertension, quand on est diabétique ou autre, ou quand on a déjà des maladies cardiovasculaires, ça va être des facteurs de risque qui vont venir en plus. Et donc, quand on parle de santé, faut pas oublier, c'est ça l'approche en health aussi, c'est de dire on n'a pas seulement à travailler entre les trois sphères, mais on doit aussi prendre en compte la personne dans toute sa dimension. Et peut-être parler plus largement d'exposome, c'est-à-dire est-ce qu'on n'a pas à un moment donné un cumul qui se fait entre différents facteurs, les facteurs de risque qu'on a de nos antécédents, hein, les facteurs de risque qui sont liés à notre environnement, et puis les facteurs de risque qui sont liés à nos pratiques aussi au quotidien qu'on a, si on fume, on boit, etc. Bon, ça, c'est nos comportements. Donc, aujourd'hui, on commence à voir d'ailleurs s'imposer cette notion plus globale d'exposome donc qui prend en compte un ensemble plus large d'éléments depuis les maladies non transmissibles, maladies génétiques, maladies liées à l'environnement, pour essayer de mieux prévenir aussi dépister et traiter certaines maladies. Alors, les enjeux futurs, très clairement, avec ONELF, on y est. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est des enjeux vraiment futurs? Parce que quelque part, on est déjà dans cette problématique en réalité depuis très clairement depuis 3 ans, où on voit bien que le digital va devoir
euh, avoir une place importante. C'est pas sans poser de questions, puisque quand on parle de digital, on parle de données, on va parler aussi d'éthique, jusqu'où on peut aller avec la technologie. Une technologie n'est jamais neutre. Donc, il y aura des aspects éthiques à intégrer dans la technologie. Ce qu'on appelle la promotion de la santé, qui est une démarche qui est de plus en plus euh, enfin, attendu en tout cas encouragé à tous les niveaux, renforcer les capacités des écosystèmes de santé localement, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. C'est très important, notamment des pays transfrontaliers, des pays qui partagent des frontières. On sait qu'aujourd'hui, les épidémies n'ont pas de frontières, et donc il est important que cette coopération entre des pays puisse se faire également, se préparer à la gestion des crises sanitaires et toutes les problématiques que nous avons intégrées dans le climat et la santé, l'air et la santé, ou plutôt la mauvaise qualité de l'air et la santé, la mauvaise qualité des sols et la santé, la sécurité alimentaire, la durabilité et l'équité. Alors, surtout la durabilité, euh, l'innovation durable, l'innovation c'est bien, l'innovation durable c'est encore mieux. Si c'est un message, troisième message que je voulais passer, c'est bien d'innover, mais c'est encore mieux d'innover de manière durable. Et l'innovation durable, ça passe par l'appropriation qu'auront les utilisateurs de la solution que vous allez leur proposer. On ne fait pas d'innovation pour se faire plaisir à soi et pour dire on a fait une très belle solution si cette solution ne répond pas à une problématique et n'apporte pas des réponses concrètes et n'améliore pas les choses en termes de capacité d'analyse, capacité de riposte, capacité de réponse et surtout dans le bien des populations. Ayons toujours à l'esprit, quand on parle de santé, n'oublions jamais les gens à qui ces solutions sont destinées. Et surtout, l'équité et l'éthique dans l'utilisation de ces solutions. Si on fait des solutions qui sont superbes mais qui ne bénéficient qu'à ceux qui ont des moyens, on a une belle solution, mais qui n'aura pas d'impact. Parce que si la barrière, c'est l'argent, euh, on va s'adresser à ceux qui ont peut-être, au in fine, le moins besoin de notre solution. Quand on parle de pollution, c'est tout le monde qui est exposé. Donc, il n'y a pas de raison de faire des solutions dont l'utilisation exclut une partie de la population. Donc, ayez aussi à l'esprit que les projets que vous portez, les solutions que vous portez doivent adresser aussi ces notions-là. Je vous remercie et on va ouvrir aux questions-réponses. Il nous reste à peu près un quart d'heure pour ça. Donc, vous pouvez, puisqu'on est en live, vous avez possibilité d'ouvrir, de lever la main, poser vos questions, contribuer aussi. J'ai envie de dire, ce n'est pas que des questions. Si vous avez des exemples, tout à l'heure, j'ai parlé de pays qui mettaient en place des directions ou des programmes. Si dans vos pays, vous en avez des exemples, ou si vous-même, vous travaillez déjà avec vos ministères sur des solutions ou des projets. Donc c'est le moment d'en parler et puis de partager aussi avec nous un retour de ce qui est fait, de ce que vous faites. Donc on ouvre. Adama, je te laisse ouvrir et animer cette partie. Allô? Vous m'entendez? J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Adama est là toujours? Tu le vois? Qui veut prendre la parole? Levez la main, hein, si vous voulez, et puis on va. Je ne vois pas tout le monde. Pas de questions? Pas de contribution? Adama, tu es avec nous? Est-ce que tu peux faire signe? OK. Est-ce que vous voulez... alors, Romain quand même, oui. Romain, il y a Romain qui a levé la main. Romain, Oui, bonjour à tous, bonjour Eric, merci pour cette présentation très claire. Juste une petite question sur des solutions qui pourraient nous inspirer, on va dire, existantes sur le One Health. Est-ce qu'il y a des choses déjà
des exemples dans certains pays qui pourraient être voilà, des sources d'inspiration pour nous qu'on pourrait aller regarder, on va dire, d'un peu plus près. Merci beaucoup. Alors, Romain, c'est une excellente question. Et c'est pour ça aussi qu'on a fait ce hackathon. C'est qu'on a. Alors, je ne prétends pas qu'on ait un radar euh, infaillible, hein, en place qui permet de tout détecter, mais on a vraiment, sur la thématique, on a regardé. Alors, il y a des projets en Italie sur la partie VetTech, enfin vétérinaire. On a trouvé des choses en Europe, mais très peu, en fait. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a très peu de solutions digitales, en tout cas, qu'on connaisse, en tout cas publiques, euh, ou d'applications sur cette thématique-là. Donc, on est devant un chantier, j'ai envie de dire, et même on faisait ce constat avec différents partenaires, notamment dans le cadre de la fondation Une seule santé durable. Les partenaires d'ailleurs qui sont associés également à ce hackathon, c'est qu'il y a aujourd'hui un besoin de, de solutions qui comptent pas seulement sur le continent africain, mais un peu partout. Euh, alors, pendant le Covid, il y a eu au Burkina, euh, Adama, je pense que c'est pour ça que je voulais donner la parole, parce qu'Adama, avec ses équipes, a développé un outil qui s'appelle Diagnosme, qui permettait de détecter et les cas de manière. D'ailleurs, un outil qui est devenu, qui est aujourd'hui déployé à l'échelle du Burkina, donc, adopté par le ministère de la Santé, sur le Covid. Mais ça a été cette demande parce qu'il y avait la crise sanitaire, etc. Mais je sais qu'il y a également des solutions qui ont été développées sur le palu, notamment par Orange, pour de regarder un petit peu la population des moustiques, le déplacement, cartographier les déplacements des moustiques, et puis peut-être essayer de prévenir des, euh, des, des flambées de palu. Mais c'est à peu près tout. Et honnêtement, pour avoir cherché, là, ça fait à peu près 6 mois qu'on c'est un processus qui devrait être continu, mais on a trouvé très peu de choses, Romain. Donc, pour répondre à ta question, on a un chantier énorme devant nous. Merci, c'est très clair. J'avais fait quelques petites recherches de mon côté aussi et c'est pour ça que je posais la question parce que j'avais trouvé assez peu On jusque-là. a très Merci peu. beaucoup, On Eric. a, voilà, on a vraiment très, très, très peu de choses. Ou alors, il existe peut-être effectivement des solutions qui permettent de cartographier certains risques qu'on appelle les risques majeurs. Il y a des pays qui se sont dotés de ça, mais qui restent des solutions plus, j'ai envie de dire, pour ce qu'on appelle voilà, les autorités sanitaires avec une utilisation beaucoup plus stratégique, entre guillemets confidentielle, euh, mais qui n'est pas du large public, qui n'est pas destiné, ce n'est pas des applications, en tout cas des solutions qui vont pouvoir, qu'on va donner en main à la population pour dire vous pouvez être acteur dans le déploiement de cette solution pour aider à faire. Donc ça, c'est à peu près. Alors, moi, j'ai vu une belle solution, maintenant, je ne sais pas où elle en était. C'était avant le Covid, une application qui proposait de détecter les moustiques tigres à l'époque. Donc, quand il y a eu la 2018-2019, j'avais vu passer une solution que j'ai plus revue depuis, en fait, qui consistait avec le smartphone à photographier euh, un moustique tigre quand on le voyait et de l'envoyer. Donc, ça permettait de faire une alerte en disant dans ma région, j'ai vu un moustique tigre. D'ailleurs, cette solution existe en France. Ça s'appelle Alerte Moustique pour les pays, pour les régions ou départements qui sont envahis par le moustique tigre. Et donc, ça permettait aux autorités au niveau national et au niveau régional et départemental, de savoir juste que, effectivement, on avait fait remonter des alertes de présence de moustiques tigres dans la région. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Et aussi, cette application, évidemment, proposait des contenus pour former, sensibiliser les gens sur la manière enfin, de lutter contre
la reproduction de ces moustiques, à travers tout ce qui est destruction des gîtes larvaires, et toutes les mesures en fait qu'il faut prendre pour lutter contre les moustiques. Voilà. Mais honnêtement, j'ai pas trouvé énormément de choses. Voilà. Donc, vous voyez le travail, le boulot que vous avez devant vous, hein. Et alors, est-ce que dans vos pays même, parce qu'on parle quand même, là, je pense qu'il y a au moins 5 ou 6 pays représentés, est-ce que vous-même, dans quelqu'un dans cette session, pourrait témoigner de quelque chose ou si, sauf si le projet n'est pas confidentiel, évidemment, et que vous ne pouvez pas en parler, mais est-ce que vous avez des choses qui existent aujourd'hui dans vos pays? Bon, je comprends au vu de nos réponses que non. Est-ce que Adama, tu es toujours avec nous? Parce que ton micro est à couper. Il a un problème technique, Adama. Bon, il est pas, c'est pas grave, on va poursuivre. Alors, je sais que, alors, parce que je voulais, ah, là, il y a 2 participants qui ont levé la main, mais je n'arrive pas à voir lesquels. Est-ce que vous pouvez, ceux qui ont pris la main, Oui, alors bonjour. oui, allez-y. Ismaël Silla. Bonjour, Alors, bonjour. présentez-vous rapidement et puis Ouais. dites qui vous êtes, de quelle structure, et puis posez rapidement votre question. Merci. Donc, du coup, ouais, en fait, c'est juste une contribution. Moi, c'est Ismaël Silla de Taklik, en fait, de la Mauritanie. Bon, on est plus sur l'identification et le suivi du bétail. Donc, suivi, c'est-à-dire suivi de la mobilité et aussi de la santé. Donc, en fait, compte tenu du contexte de notre élevage avec des animaux qui bougent, en fait, des animaux qui se déplacent entre pays. On a cette problématique, en fait, de santé, de zoonose. Et dans le cas de la Mauritanie, c'est géré au niveau de la direction des services vétérinaires. Parce qu'à peu près chaque année, à la même période, on a une épidémie qu'on appelle la fièvre de la vallée de Rift. Donc, c'est une fièvre hémorragique voilà, qui n'a pas le niveau de contagiosité de Ebola, mais quand les personnes sont en contact avec le sang, en fait, voilà, il peut être, donc, du coup, c'est géré vraiment, en fait, via un réseau. Au niveau digital, on n'a pas grand-chose actuellement. C'est des agents qui sont déployés sur tout le territoire, qui collectent des données, et puis c'est centralisé entre le ministère de la Santé et surtout la direction des services vétérinaires. Et à ce moment-là, ils diffusent l'information à la population pour alerter. Et puis, ce sont les dispositifs, en fait, l'état de l'art aujourd'hui. Chez nous, Mhm. c'est ce qu'on a. Donc, voilà, nous, on travaille plus sur ces aspects-là OK? pour améliorer ces systèmes de remontée d'informations et de suivi de la santé. Le croisement entre la mobilité du bétail, parce qu'on est dans un contexte d'élevage extensif, et croiser cette dimension de la mobilité avec la mobilité des maladies des zoonoses. Superbe. Ismaël, donc du coup, j'avais une question. C'est le projet que vous portez pour le hackathon, c'est ça? C'est de faire, de Voilà, c'est ça. développer une solution numérique pour adresser cette problématique-là. C'est ça. Nous, aujourd'hui, on a déjà une plateforme. En fait, on a une solution qui est un prototype qui est déjà en place. Mhm. Prochainement, on va déployer la solution, mais pour d'autres aspects, en fait. C'est toujours pour suivre le bétail dans une, on va dire, dimension du suivi de l'amélioration des races. C'est de l'amélioration génétique, en fait, des races. Mais on pourra, voilà, facilement, dans ce cadre-là, du coup, en fait, faire le suivi de la santé aussi. Très bien, très bien. On va suivre ça avec intérêt. Voilà une belle problématique, hein, en tout cas, bon, peut-être un peu localisée, mais c'est très, comme je disais, l'ancrage local, c'est très important. Voilà, c'est un sujet qui concerne votre région, vos territoires, et la solution aura de sens pour vous, mais elle pourrait intéresser éventuellement d'autres territoires qui seraient confrontés au même problème, hein, aux mêmes problématiques, bien sûr. Oui. Et très bien. Eh ben, écoutez, je pense qu'on arrive bientôt. Il nous reste 4 minutes. Est-ce que Mathieu, tu as le planning pour de la formation, Adama n'étant pas là? Quand est-ce qu'a lieu la prochaine formation? Parce que demain, 9h GMT. Alors, demain, 9h GMT, sur l'éco-conception, il y a un intervenant qui va donc aborder
bon, ce sera beaucoup plus technique. Je pense que ça va parler plus à ceux qui font le développement, en fait, et le codage sur les astuces, les tips pour faire des, comment on peut appeler ça, des algorithmes peut-être qui consomment moins euh, de ressources, si j'ai bien compris la problématique. Donc, c'est pour demain, et ce sera le même lien, a priori. On vous enverra un autre lien pour ça. Je sais qu'il y a un groupe WhatsApp qui a été créé. Adama a un petit souci technique là, donc il ne peut pas nous rejoindre, mais il va certainement reboucler avec vous. Donc, on garde le contact à travers ce groupe. Pour moi, ma part, je vous souhaite un bon cycle là sur les quatre. Donc, il y aura en tout quatre sessions. Il y aura demain sur l'éco-conception, matin, donc 9h GMT. Et l'après-midi, c'est à 15h ou à 16h l'après-midi? À 14h. Alors, à 14h, donc demain, il y a deux sessions. Une à 9h sur GMT sur l'éco-conception et une deuxième à 14h sur tout ce qui concerne le règlement général sur la protection des données que va animer Mathieu Maville. Et la dernière session va être animée par Adama sur le design thinking. Euh, et donc, tout ce qui est disponible, toutes les informations sont disponibles sur le site, mais on vous renverra tout dans le groupe WhatsApp. Donc, j'espère que vous êtes tous maintenant connectés au groupe WhatsApp. Si ce n'est pas le cas, mettez-le dans le chat de façon à ce qu'on puisse vous redonner le lien. Mais normalement, vous avez tout reçu par mail et en tout cas sur les adresses mail qui ont été communiquées. Et vous devriez tous normalement à cette heure être connectés sur ce groupe qui va être vraiment le canal principal de communication d'information à partir de maintenant. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer, à les adresser à Adama et à Mathieu à travers ce groupe ou par mail. Et on vous souhaite vraiment un très beau challenge. Vous savez que l'objectif n'est ni plus ni moins que le 6 novembre prochain de faire une sélection des quatre meilleurs. Quatre meilleurs. Ce seront tous de très bons projets, j'en suis certain. Mais à un moment donné, il faut en sélectionner. Donc, on va prendre les quatre finalistes qui seront ensuite accompagnés pendant un an pour une super finale le 7 novembre 2024 à Abidjan, où je suis actuellement d'ailleurs pour préparer ce forum 2024 où on va consacrer une session à la super finale des quatre finalistes après que vous ayez eu un accompagnement et un petit appui, surtout donc, de la part des organisateurs du hackathon, mais surtout un gros travail pour vous accompagner dans la recherche d'investisseurs pour développer votre solution. Alors, il faudra vraiment que vos solutions, comme je l'ai dit, économiquement, le modèle économique soit faisable. Si vous faites de belles solutions mais qui demandent des centaines de millions d'euros, ça va évidemment être un élément sur lesquels vous allez. Donc, ça va être un critère aussi de sélection. Hein, j'ai envie de vous dire que voilà, c'est important d'avoir en tête des choses qui soient à la fois faisables, avec des livrables concrets, réalistes, et surtout en termes d'accès et d'utilisation, qui soient le plus ouverts possible. Voilà, donc c'était pour moi cette première session un plaisir d'échanger avec vous. Je vous salue, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis donc, voilà, vous allez retrouver demain d'autres formateurs. Je ne suis pas certain de pouvoir me connecter sur l'ensemble des sessions, mais je serai certainement là avec vous lors de la session du 6 novembre, la session de pitch pour la sélection des quatre finalistes. Bonne fin de journée à vous et à très bientôt. Merci, merci beaucoup pour la formation. Au revoir. Merci, au revoir.